Professionnel juriste, j'aurai l'immense plaisir d'échanger et d'animer ces instants d'échange avec la participation de nos intervenants que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, surtout avec votre participation. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à ces relations entre nous, n'hésitez pas à prendre la parole, à faire des commentaires, à partager des opinions et des expériences, afin que nous sortions de là avec quelque chose de très riche. Et les objectifs de cette activité, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pourquoi nous sommes là. Comme vous le savez, la République du Congo a, sur le territoire marocain, un nombre non négligeable d'étudiants. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de saluer et de discuter avec quelques-uns rapidement. Et tout de suite, on remarque qu'il y a du potentiel, il y a des qualités, il y a des atouts parmi cette jeunesse estudiantine, des qualités qui ne demandent qu'à être développées. Et cette jeunesse est en perpétuelle quête de perspectives d'avenir à l'international de la jeunesse estudiantine. Je pense que certains d'entre vous ont lu le programme et nous pouvons tout de suite remarquer que les objectifs qui découlent de cette activité sont très clairs. Il s'agit dans un premier temps de mettre en contact les étudiants avec les étudiants des outils, des informations qui leur seront très bénéfiques. Dans un deuxième temps, l'objectif est aussi l'expérience, l'expertise des anciens étudiants congolais qui ont eu un parcours formidable au Maroc et qui aujourd'hui ont un succès, qui font la fierté du Congo. Et donc, reconnaître cela et valoriser cela pour pouvoir cela. Et troisièmement, bien entendu, l'objectif, troisième, est enfin de sensibiliser les jeunes étudiants sur les enjeux et les défis à relever pour pouvoir, comme nous l'avons dit, relever les défis et prendre part activement au progrès et au développement de la société à l'international et pourquoi pas surtout au Congo. Ceci étant dit, chers amis, nous allons au responsable du comité de suivi des étudiants congolais qui va donc rapidement nous donner le mot d'ouverture de cette activité, en même temps nous souhaiter la bienvenue. Donc, sous nos applaudissements, et on encourage M. Constantin. Monsieur le secrétaire général de l'Association des Congolais du Maroc, distingués invités, chers intervenants, chers compatriotes, bonjour. Je suis François Lantikaya, responsable du comité de suivi des étudiants congolais au Maroc. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à la première édition du Forum de la jeunesse estudiantine qui est placé sur la thématique « Le meilleur est en vous ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement le comité d'organisation qui a travaillé nuit et jour pour que ce forum voie le jour. Et c'est presque pendant 2 mois que nous avons eu à travailler là-dessus. Aussi l'école suprême TI qui a mis ses locaux à notre disposition. Et sans oublier M. Mankandou Kouré, qui a été un effort très important pour nous, pour que cette activité voie le jour, mais sans oublier aussi bien d'autres personnes dont les encouragements, le soutien, et qui ont beaucoup aidé afin que cette conférence arrive à tout le monde. De plus, parce que vous avez plusieurs occupations, mais vous avez quand même répondu présent à notre invitation pour être parmi nous aujourd'hui. Et je terminerai en souhaitant à tous une très bonne après-midi, remplie de bonheur et de en vous remerciant de votre attention. Merci. Le meilleur est en vous.
Le meilleur est en vous. Il s'agit donc de la thématique qui va encadrer toute cette activité, et dans le cadre de cette thématique seront abordés des sous-thèmes, des sujets que nous aurons l'occasion de développer avec nos différents intervenants. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, et je vais simplement vous laisser l'opportunité de prendre la parole, de vous présenter votre profil qui est assez intéressant. Ce serait l'occasion que chacun d'entre nous puisse le découvrir, et après vous allez tout de suite aller dans le vif de ce que vous nous avez préparé. Ça fait environ 17 ans. Rassurez-vous que ça passe très vite. Hein. C'est quand je parle de 17 ans que je me rends compte que vraiment 17 ans c'est beaucoup. Mais au jour le jour, je me rends le poids de ces années, bon je ne le sens pas non plus. Et je remercie, je félicite et je rends. Ah, Milan Bar, on est arrivé la même année. Eux, c'était la délégation des élos de la délégation des États El Jadida et autres, et on est très fiers d'eux. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de se retrouver en famille pour échanger des pistes que les uns les autres ont. Voilà une brève présentation d'à propos de moi, qui je suis. Je suis un entrepreneur, ici au Maroc depuis plus d'une dizaine d'années, avec deux premières sociétés lancées 2012-2014 qui ont échoué, et après reconvertir en auto-entrepreneur pour après se développer encore en SARL et avoir quelques filiales au niveau du continent. À part ça, je suis consultant d'incubation des porteurs de projets dans la coopération internationale. Le sujet d'aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas vraiment moi, mais c'est le sujet d'aujourd'hui et l'impact que cela peut avoir dans la vie et les carrières de tout un chacun en milieu professionnel. Déjà, entre nous, juste pour avoir une idée, est-ce qu'on est plus orienté par là après, s'orienter vers l'entrepreneuriat ou après trouver un bon job pour être un bon cadre dans une société? Lesquels sont plus allés, ceux qui veulent aller plus vers l'entrepreneuriat? Un bon job en tant que cadre dans une bonne société. Qui sont présents également. Super, magnifique. Alors là, j'ai deux mots-clés plus mon soubassement. Mes mots-clés ici, c'est les clés de succès. Théorie, je ne vous parle pas que de ce que on peut lire dans les livres ou voir sur Internet ou autre. Je vous parle du vécu. Dans mon vécu, il y a les livres que je lis. Dans mon vécu, il y a la réalité professionnelle que je vis et ce que je reçois des autres entrepreneurs au cadre. Et c'est ce que j'essaie de communiquer avec vous. Vous savez déjà que être au Maroc, je le dis partout où je passe, être subsaharien au Maroc, actuellement, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a plein d'opportunités. Plus même les Marocains. Nous, en termes d'emploi ou en termes de business, on a plus d'opportunités actuellement au Maroc, plus que même les Marocains. Maintenant, parce qu'on est dans le même réseau, moi je suis dans un projet actuellement qui rémunère des stagiaires à hauteur de 3 000 dirhams sur 3 mois pour ceux qui ne peuvent pas avoir le contrat d'ANAPEC. Dans une société qui va dire nous on a besoin de tels stagiaires. C'est bien pour vous, c'est bien pour la société et ça continue. Vous pensez que si vous partez chercher un stage et vous dites à la personne chargée de recruter les services, vous lui dites écoutez, moi je viens chercher un stage, mais j'ai une structure qui est prête à payer, à rémunérer pour cela. Ça ne serait pas vous. Au contraire, vous aurez tout mon temps pour vous. Ça n'augmente pas un peu plus de chances que celui qui dépose juste son CV, nous on va s'en servir. Vous voyez comment le risque. Alors, si on n'était pas ici aujourd'hui, c'est magique, vraiment que je vis ici au Maroc. Avoir ses valeurs et être crédible. Chacun de nous, je pense à des principes et des valeurs. Moi, ça. Moi, ça, je ne peux pas faire. Moi, au-delà de ça, je préfère éviter. Moi, voilà ce que je veux. Avoir ça, c'est très important. Communiquer cela autour de soi. Ou bien quelqu'un me parlera de quelque chose de plus sérieux. J'aurais du mal à te recommander. Parce que celui qui a bu boira. Si un jour tu l'as fait, tu peux le faire là-bas, ça va salir mon image. Ou tu vas gâcher le projet de quelqu'un.
Savoir dire non dans ses valeurs, c'est important. Mais être crédible en même temps. Où on sait qu'on peut. À Rabat, on travaille dans la même société. Il y a les autres qui seront en télétravail, il y a les autres qui seront au bureau. On doit travailler ensemble. Mais si on ne maîtrise pas les outils de travail collaboratif, vous voyez comment on perd le boulot comme ça. Parce que, vous savez, Zoom, vous et moi savions peut-être utiliser Zoom, mais il y a des gens qui ne savent pas utiliser Zoom. Teams, il y en a plein comme ça. Tout ce qui est Dropbox, Drive, il y a des choses qui sont simples. Et l'avantage du Maroc, alhamdoulilah, on a la connexion gratuite. Sur YouTube, tu peux te former dans toutes ces histoires qui sont très simples. Pourquoi ne pas saisir ces occasions? Collaboration à distance, très important pour les métiers d'aujourd'hui et de demain. Et apprendre à apprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Apprendre à apprendre. C'est très important. Je dois vider pour ajouter de l'eau. Ça s'apprend. Comment apprendre? Très important. Dans les questions un peu détaillées. Je pense que c'est là que je vais m'arrêter. Comme ça, peut-être dans les échanges et autres, ça peut être intéressant. Et des autres dispositions. Merci. C'était très dense et très riche. Merci beaucoup, Val, pour ce partage, pour cet échange. Alors, j'ai appris aujourd'hui aussi avec le micro, on apprend directement. Donc merci beaucoup, Van, pour ton intervention. C'était assez riche. Et heureusement qu'on a 30 minutes pour discuter, donc ça nous laisse assez de temps pour que tu reviennes sur certains diapos. Particulièrement, j'ai bien aimé ton diapo sur les 3V, 3R. Si tu peux revenir là-dessus, parce qu'il y avait un aspect que j'aimerais bien qu'on approfondisse, parce que ça me paraît important quand même aujourd'hui. Voilà, surtout au niveau, c'est les 3 I. Exactement. Si tu peux revenir sur les 3 I, je crois que moi, j'aimerais bien quand même que tu approfondisses ce point. Super. L'interconnexion, c'est ce que je nous disais tout à l'heure. Le monde académique a son système. Le monde professionnel a son système également. Que ce soit en tant que salarié ou en tant que businessman. On sait qu'une personne ne peut pas tout faire. D'où, soi-même, il faut se rendre compte de cela pour éviter de vouloir tout faire et d'étouffer pour rien. Comprendre que si je veux faire une proposition qui peut tout attraper, retenir l'attention de mon boss ou de mes clients et autres, je ne pourrais pas le faire à 100%. Peut-être que je suis bon du côté technique. Je vois les fonctionnalités. Mais ça ne suffit pas. Je viens voir mon ami qui fait très bien tout ce qui est emballage ou tout ce qui est marketing. Mais mon cher ami, voilà ce que je veux faire. Voilà comment on peut bien le présenter pour que ça soit plus attrayant, que ce soit pour les clients ou pour les autres. Si moi, je commence à réfléchir à tout ça, je vais taper à côté. Rassurez-vous que je vais taper à côté. Lui, de son œil externe, avec sa compétence complémentaire, ça, je pense qu'on peut le faire ainsi. Voilà comment on peut faire un packaging, voilà comment on peut faire, voilà tel slogan qu'on peut mieux mettre en valeur que par rapport à d'autres. Et on arrive au final. Est-ce que juridiquement on peut le faire ou pas? Qu'est-ce qui peut être plus facile? Ah ben je connais un Congolais qui est juriste de formation. Comment ça se... Vous voyez comment on est interconnecté pour une seule chose plus compétente que l'autre. Pourquoi on l'embauche et moi on n'embauche pas? Parce qu'il y a une complémentarité. Je veux réaliser un CV pour chercher le boulot. Mais je m'approche d'un designer. Je m'approche d'un infographe. Je ne fais pas le CV comme on faisait en 2010. Non, le monde a évolué. Aujourd'hui, je m'approche d'un infographe ou d'un designer. Mon cher, voilà le contenu qu'ils vont faire, ou c'est gratuit, tu remplis ça te donne un beau CV. Est-ce que je suis indépendant dans la réalisation de mes fonctions avec mes compétences? Mais je sais que tel ami veut se positionner dans la communication, dans ça. On se met ensemble. Il n'est pas mon associé. On rentre dans le business de manière complémentaire, chacun aura sa part. Et les choses évoluent, mais toujours reliées à de l'innovation. Aujourd'hui, quand tu n'innoves pas, tu meurs. L'innovation, c'est la base. Maintenant, c'est quoi innover? Ou comment innover? Peut-être, je vais chercher le terme dans le cas pour mieux comprendre comment on peut se transformer. Mais vous savez, l'innovation parfois passe par des choses très simples. Initialement, on associait innovation à tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique, tout ce qui est programmation, tout ce qui est intelligence artificielle. Ça redonne autre chose. On a entendu parler du cycle de vie d'un produit depuis son lancement, croissance
à chaque niveau, à chaque phase, on peut venir voir comment innover pour éviter qu'on arrive à la phase de déclin. Et comment on peut cultiver ça? Simplement dans notre manière de travailler à la maison, ou bien de ma manière de faire la cuisine, ou de ma manière de faire... En fait, c'est des choses qui doivent commencer très bas pour que ça devienne une nature, une seconde nature, et ça va alors gratuit, des formations gratuites et autres qui accompagnent donc ce genre de choses. Et après, on peut approfondir avec grand plaisir. Oui, merci pour le plus. Merci. Merci Val. Et moi je suis. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Une autre question? Oui. Bonsoir à tous, moi c'est Diciel, donc je suis étudiant et aussi entrepreneur. Je suis présentement en phase de lancement de mon activité et j'éprouve un souci notamment avec si je peux dire ça, le fait de récolter des personnes complémentaires. Parce que la plupart du temps, tu es en face des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Donc, certes, elles ont les compétences, mais tu n'arrives pas à les prendre parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes valeurs que toi. Donc, j'aimerais avoir des conseils, notamment de vous qui êtes déjà avancé dans ce milieu. Comment prendre des personnes qui sont complémentaires? Comment est-ce que je peux enregistrer ou encore, je dirais même, comment reconnaître ou encore facilement que telle personne, au-delà de sa compétence, au-delà de ses valeurs, est-ce que en prenant ces personnes, les compétences, les valeurs du moins peuvent être changées et autres? Vous, avec votre expérience, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui n'avaient pas vos valeurs et vous les avez appris à avoir vos valeurs, etc. Programme de subvention qui était couple, mari et femme. Dès que l'argent est rentré, le couple s'est séparé. Être associé dans le business, c'est un peu comme le mariage. Il y a des choses où on peut se voir, on peut être naturellement avant que les choses se développent. Et quand l'argent rentre et autres. La bonne nouvelle alors, c'est que tu es au Maroc, à Rabat, il y a plein de structures qui accompagnent les gens qui ont des idées de projet, gratuitement. Qui peuvent t'accompagner soit dans la formalisation dans ton idée de projet, mais également dans la collaboration avec les équipes. Pas en tant qu'associé, parce que l'associé, ça rentre dans autre chose. Mais compétences techniques complémentaires. Ça, on n'a pas de problème. Et il y a des structures mieux accompagnées, mieux aguerries pour vous accompagner dans cela. Tonton Doukouri pourra ajouter, mon cher Amir pourrait également ajouter par... Ça, c'est pas un problème. Mais les valeurs, la même vision, c'est ça le grand problème. Ok, merci. Alors, moi, je vais en profiter pour poser une dernière question avant de passer à la prochaine. Tout à l'heure, on a parlé des étudiants qui avaient du mal à trouver des stages. Est-ce que vous pourriez rapidement, en quelques secondes, donner des astuces pratiques? Comment on fait pour trouver un stage? Et puis, pour ceux qui sont justement étudiants entrepreneurs, ou encore ceux qui sont encore étudiants mais qui veulent en même temps se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les opportunités qui existent au Maroc pour ce genre de personnes? Vous en avez parlé au début, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ça rapidement de manière concrète? Quand on vient chercher l'autre, ce n'est pas par compassion seulement, mais parce qu'ils aiment notre tête qui nous prend. Non, c'est du business. Quand je cherche un stage pour la société, qu'est-ce que ça va l'apporter? Le fait que je passe le stage chez lui, qu'est-ce que ça l'apporte? Parce que lui, il va m'apprendre des choses. Mais pour qu'il puisse me recevoir, qu'est-ce que ça va l'apporter? C'est à moi de faire l'étude de cette entreprise, de savoir quels sont ses éventuels clients ou bien ils travaillent sur quel produit. Quand je serai là-bas, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise? Quand je dis ça au recruteur, soit par téléphone, soit en face, soit par écrit, le recruteur devient intéressé. Même si je ne sais pas très bien faire telle chose, il sait que grâce à moi, il peut avoir par exemple tel marché. Il va alors me prendre en stage, pas parce que je suis très compétent dans ça, non, non, parce que je suis un porteur d'affaires peut-être. Ou par moi, voilà là où ça peut aller. Si c'est une entreprise qui a une vision des sports et autres et tout, ben je viens le faire comme, écoutez, moi je suis du Gabon, moi je suis du Congo. Ce que vous vendez là, voilà, avec nous, voilà comment ça peut se faire dans l'inculturation par rapport au Congo. Et voilà ce que ça peut apporter. Même si notre raisonnement n'est pas clair, mais le gars va le flair. Il va sentir que, avec ce jeu, voilà là où on peut passer. C'est pareil, quand on cherche, c'est pas venir pleurer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non,
C'est voilà, je viens demander, mais voilà ce que je peux apporter. Ça. En fait, ça c'était pour le stage et pour le boulot, c'est la même chose. Pour l'entrepreneuriat, magnifique d'être au Maroc. Il y a des financements gratuits jusqu'à 100 000 dirhams en termes de subventions. Il y a des prêts d'honneur où vous remettez de l'argent sans taux d'intérêt. La création, fiscalement, vous créez une société. Bon, si vous voulez être auto-entrepreneur, c'est 0 dirham à la maison, vous pouvez le faire. Chez soi, tu n'as pas besoin d'un comptable pour compter que tu le fais. Si vous voulez aller vers la SARL, vous avez 5 ans, vous êtes exonéré de l'IS pendant 3 ans, 2 ans avec cotisation minimum. Vous avez 5 ans, vous êtes exonéré de la patente. Vous avez 24 mois exonéré de la TVA. En fait, vous n'avez que exonération. Exonération, ça veut dire ne pas payer, 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 ne pas payer. Et être officiel. Vous avez tout un rythme. Vous avez l'avantage d'être subsaharien au Maroc, d'être connecté avec un entrepreneur marocain qui veut gagner peut-être le marché des subsahariens au Maroc que vous pouvez apporter, ou encore de votre pays d'origine, pour collaborer. 10 000 dirhams par personne. 100 000 dirhams. Donc, patron, tu as une idée de projet. Tu viens vers ma structure. Je t'accompagne. Après, le Maroc, à travers ma structure, te donne 100 000 dirhams. Pour ton idée de projet. Quand tu commences à lancer ta société, tu as une offre start qui t'accompagne encore, y compris avec l'argent. Pour start, commencer. Quand tu veux encore te développer, il y a encore l'argent jusqu'à 500 000 dirhams. Voilà, être au Maroc, bénédiction. Mais le business, ce n'est pas l'argent de départ. Parce que le business, c'est le client. Et la proportion de valeur que tu apportes au client. C'est le client en achetant, qui va faire pérenniser ton business. Sinon, si tu cherches l'argent de départ et que tu ne maîtrises pas bien la proportion de valeur que tu mettras à ton client, l'argent, tu vas commencer à le dépenser petit à petit parce que les charges y sont et cet argent va finir. Tu vas commencer à stresser et l'argent ne viendra pas. Tu voudras fermer la société. Nous avons la chance d'avoir effectivement un entrepreneur qui s'y connaît bien dans le domaine de l'investissement et tout, l'indépendance financière, un thème très intéressant, on en parle beaucoup ces derniers temps. Donc, nous invitons sous nos applaudissements Macan Doucouré pour cette présentation. Donc, Macan, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très, très difficile de passer derrière, après Van, qui a cette capacité un peu de coacher la jeunesse. Pas que la jeunesse congolaise, mais la jeunesse africaine ici au Maroc. En tout cas, bon, moi, s'il faut me présenter, je ne sais pas, j'ai plusieurs casquettes, mais il faut chercher un peu le dénominateur commun avec le titoire. Je suis Doucouré Macan, de nationalité congolaise. Ne dites pas, oh, mais Doucouré congolaise. Non, non. Donc, je suis lauréat, voilà, du Maroc en supply chain management. Moi, j'ai fait des écoles privées orientées beaucoup plus dans le domaine industriel. Alors, actuellement, je suis président de l'association des lauréats étrangers du Maroc, donc qui est ASLEM, que certainement vous connaissez, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une association qui fédère les lauréats qui sont formés au Maroc afin de contribuer au développement de notre continent par le concept de la coopération sud-sud. Donc, mais je suis aussi, j'ai une casquette d'entrepreneur, pas comme Vanadi. Voilà, donc j'ai travaillé dans plusieurs projets. Donc ça sera l'occasion ici de parler du conseil et on va dire partage d'expérience. Il n'y a rien d'académique ici. Si vous vous attendez à trouver quelque chose structurel dans je ne sais pas quoi, donc c'est pas le lieu. Bon, ça c'est une messe entrepreneuriale, on va dire. Investir pour atteindre l'indépendance financière. Et comme nous l'avons dit au début, sentons-nous libres de prendre la parole par la suite. Donc c'est l'occasion de prendre note et de préparer les questions. L'investissement, l'indépendance financière, c'est vraiment un thème qui est à la une aujourd'hui. On en parle beaucoup et c'est vraiment important qu'on puisse saisir les enjeux pour se lancer sans trop perdre de temps. Merci. À prime abord, de remercier le secrétaire général de l'ACOM et le comité d'organisation de ce forum, qui est à sa première édition certes, mais qu'on va souhaiter une pérennisation par rapport aux générations futures. Qu'il me soit également permis de saluer M. Christompou, qui a œuvré aussi énormément dans tout ce qui est accompagnement des étudiants ici à Rabat précisément. Voilà.
Et remercier aussi SupMTI qui nous a, que moi personnellement je viens de découvrir la salle malgré que je suis à Rabat. Donc vraiment c'est une école qui accompagne, que ce soit la Sésame, que ce soit la jeunesse congolaise. Il cesse de négliger pour l'intégration surtout des étudiants, que ce soit à Casa et puis dans tout le Maroc, puisque j'ai travaillé avec lui dans l'arrivée des étudiants cette année, bien sûr coordonné par le ministère qui est notre ami Francine Chikaya. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Alors, mais je ne sais pas pourquoi le comité d'organisation m'a donné cette lourde tâche, pour dire la vérité, parce que là on parle des finances. On sait que tout le monde emploie, que j'appelle un peu l'entrepreneuriat, tout le monde met un peu la sauce qu'il veut, mais là, vous avez fait suivre l'entrepreneuriat d'investir et surtout atteindre l'indépendance financière. Alors, pour parler de ce sujet, je pense qu'il est d'abord important qu'on fixe le contexte. C'est très important. Le contexte que nous avons ici au Maroc, c'est qu'on a laissé notre pays, nous sommes venus chercher de la connaissance, nous sommes des étudiants. Et il y a de ceux qui sont également des lauréats qui veulent s'insérer dans le marché de l'emploi. Mais il y a des défis à relever énormément, surtout pour la jeunesse africaine. On parle d'une jeunesse consciente, on parle surtout d'une jeunesse engagée. Mais moi, je dirais plutôt qu'il faut orienter cette jeunesse-là par la prise de conscience des défis qu'on doit relever. Vous entendez les différentes crises monétaires, on est ces défis-là pour avoir une jeunesse congolaise consciente ici au Maroc. C'est dans ce contexte-là que moi, j'ai essayé de dégager une problématique par rapport à ce que vous avez donné comme sujet, qui est le comment. Parce que la définition, je pense que j'ai rien à vous apprendre, puisque vous pouvez aller sur le net, vous allez trouver tout ce que je vais dire. Mais c'est plutôt par mon expérience professionnelle que j'ai essayé de voir une personne qui a parcouru presque toutes les étapes que je vais évoquer tout à l'heure, qu'on va appeler, on va essayer d'appeler la personne un peu Mobola Tétu. Voilà, on va le conceptualiser, un portrait robot pour dire que c'est le Mobola Tétu. C'est simple. C'est, comme Van a dit, c'est à partir de l'expérience terrain. Il n'y a rien, tout ce que je vais essayer de rappeler, la personne essayer d'aller vers cette indépendance financière, tant bien que mal par rapport aux différents corps plantés. Alors, pour ça, un petit plan, on va parler premièrement de deux phases. Pour atteindre l'indépendance financière, il y a une première phase qui va essayer de parler de soi-même. Comment être prêt pour atteindre cette indépendance financière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai essayé d'intituler ça le mindset de Mobola Tétu. Donc, on va voir, mais comment il était? Comment il a fait pour atteindre cette indépendance financière que moi j'essaie? Et ensuite, on va voir comment investir et surtout atteindre cette indépendance financière. C'est deux phases différentes. Voilà. Et après, on va conclure par dire peut-être énigmatiquement qui est ce Mobola Tétu. Pour les anciens, bien sûr. Alors, la première partie, ça va tourner sur des conseils pratiques pour avoir le mindset de devenir indépendant, surtout financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon d'être, il y a un comportement qu'il faut adopter avant de devenir financièrement indépendant. Ça, c'est d'une manière générale. Dans toutes les cultures, c'est ce qu'on va décrire. J'ai vu ce Mobola Tétu, comment est-ce qu'il essayait un peu d'avoir, comme Van a dit tout à l'heure, ce mindset-là, ce savoir-être, ce soft skills par rapport à son environnement. Première des choses, le Mobola Tétu, il a voulu être indépendant. C'est un vouloir d'abord. Je m'explique. Comme vous le savez, je suis de la communauté ouest-africaine du Congo. Voilà. Donc, si vous entendez parler, vous allez trouver un Ouest-Africain avec une boutique énorme.
avec beaucoup de choses à l'intérieur. Mais son fils, il n'y a pas le concept de léguer sa richesse à son fils comme ça. Parce que c'est mon fils, tout ça, non. Il va inculquer à son fils la capacité de travailler pour soi-même, d'abord d'avoir cette conscience-là que je dois aussi travailler pour moi-même, pour être indépendant financièrement, peu importe la condition dans laquelle son père exerce avec lui. Donc, pour moi ici, vouloir, ici dans notre contexte des études, c'est que tu es étudiant, mais en même temps, certes tu fais pour avoir ton diplôme, mais il faudrait déjà être ce modèle-là. C'est-à-dire, pendant qu'il fait ses études, il s'est présenté comme étudiant et en même temps, une personne qui a besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est d'abord la première règle, la base, il faut vouloir. Parce qu'il y a de ceux, on a eu l'expérience ici, qui montrent même aux parents qu'il est malade. Avoir un comportement qui va te permettre d'avoir, d'être... Et puis on a un sujet tabou. Ah, surtout on a été influencé par les religions. Voilà. On n'aime pas l'argent. Ah, je ne vous dis pas d'adorer l'argent. Non. Je n'ai pas dit d'adorer l'argent. J'ai dit aimer l'argent. Parce qu'avant de le devenir, il faut estimer que j'ai envie, il faut avoir cette capacité d'aimer l'argent, mais pas tuer pour avoir de l'argent, pas bafouant comme Van a dit, les valeurs, tout ça pour avoir l'argent, mais avec la notion du travail. C'est très important. D'ailleurs, même les religions, entre guillemets, mais c'est avec l'argent qu'on te dit de payer la dîme. Pour les musulmans, il y a la zakat. C'est sur la base d'une richesse. Donc, avoir de l'argent, ce n'est pas un tabou. Parce que généralement, dans nos sociétés, souvent, ça rime à un peu du capitalisme. Alors, il y a aussi une construction, comme Van a dit, que chacun doit avoir. Ça passe aussi par se former. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque Van a dit, bon, moi, je ne suis pas spécialiste du développement personnel, tout ça, coach, bon, pour être indépendant financièrement. Et il y a le Mobola Tétu, sachant de l'interconnectivité que tu as parlé tout à l'heure, du réseau, mais le Mobola Tétu, il ne reste pas comme ça. Il connaît que le lingala, il connaît que le français, mais il estime que pour s'intégrer dans ce monde du travail, mais il doit connaître d'autres langues. Et le Mobola Tétu, en étant au Maroc, il a cherché, il parle arabe, il parle par exemple l'anglais, il a essayé de s'outiller pour avoir d'autres langues étrangères, pour comprendre déjà certains concepts et surtout interchanger. Je vous ai donné un tout petit peu le concept, le portrait robot de Mobola Tétu, qui s'est forgé un comportement, un mindset qui lui a permis d'abord d'étudier, de travailler, d'entreprendre, de gagner de l'argent. Et surtout, quand il a gagné de l'argent, il a développé son business, il a scalé l'extensibilité de son projet à l'échelle, tout en gardant la même qualité de son service, en utilisant un tout petit peu des NTIC pour permettre à ce que d'être international, qui est devenu un groupe, et ensuite qui continue toujours parce que qui ne s'est pas amusé avec ce revenu, il a placé, il a essayé d'avoir des parcelles, un but simple, il a acheté quelques parcelles au nord du pays. À l'époque, Mobola Tétu, il y avait des terrains à 200, 500, 600 000. Aujourd'hui, Mobola Tétu, il a des terrains peut-être qui coûtent, je vais dire, l'unité 3 millions, 4 millions, indépendants. Mais il n'amasse pas que de l'argent, il crée aussi de la valeur, il crée une communauté autour de lui pour permettre à ce qu'il transfère aussi cette capacité qu'il a, cette expérience, afin que cette jeunesse soit une jeunesse consciente pour relever les défis de l'Afrique. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce partage très très riche. Nous avons retenu l'histoire de Mobola Tétu, qui a étudié, qui a travaillé, qui a entrepris, qui a gagné de l'argent. Aujourd'hui,
continue bien entendu d'aller et progresser dans ce sens tout en influençant la communauté. Donc, nous espérons que nous avons attentivement écouté, pris note. La parole est donnée à l'auditoire, s'il vous plaît, pour revenir sur quelques points que vous n'avez pas bien saisis. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point qui a été abordé? À vous la parole, s'il vous plaît, rapidement. Donc, je me présente, je suis Gloire d'Orient, étudiant en dernière année cycle ingénieur, actuariat et finance. Et je remercie premièrement l'ancien de Corée pour sa brillante présentation. Donc, j'aurais deux questions. La première, c'est au niveau de la constitution de l'épargne. Vous avez dit gagner de l'argent et faire des épargnes. Donc, j'aimerais avoir quelques conseils pratiques à votre niveau sur comment, parce qu'on peut gagner de l'argent et être indiscipliné, dépenser n'importe comment. Donc, est-ce que vous avez des conseils concrets pour nous, pour savoir comment être discipliné lorsqu'on gagne de l'argent, n'est pas lapider n'importe comment. Donc, la deuxième question, c'est concernant, vous avez parlé du business model et du business plan. J'aimerais bien savoir comment faire un business plan. Voilà. J'ai dit, c'est le conseil et partage d'expérience. Je vais te partager un peu mon expérience personnelle. On va laisser peut-être le Moubola Tétu, on a assez parlé de lui. Tout à l'heure, Moubola Tétu a opté pour une méthode qui est simple, parce que comme le Moubola Tétu il a des valeurs, pour épargner. Là, je suis vraiment dans l'épargne. L'épargne, comme on a défini tout à l'heure, c'est ce qui reste après avoir consommé de ce que vous avez gagné. L'épargne, c'est la base de tout investissement. Ça nécessite une discipline, on va dire, comportementaliste. C'est très, très, très important. C'est d'abord maîtriser ses dépenses. Avoir l'objectif qu'on a dit, puisqu'il veut être indépendant financièrement. Il sait qu'il va avoir besoin pour investir. C'est l'épargne qui donne l'investissement. Il y a même des pays qui sont indisciplinés dans la gestion financière. C'est ce qui ne permet pas souvent d'avoir des investissements par la suite. Donc ça montre, ça part toujours du premier principe, c'est le comportement. Alors la technique, si on parle de technique, j'ai donné tout à l'heure une technique que Moubola Tétu a utilisée parce qu'il ne voulait pas aller, comme a dit Van, vers les crédits. Ben, on est une trentaine ici. Si nous décidons, en sortant d'ici, de mettre à côté chaque mois 1000 dirhams, je dis un montant, ben, je suppose, comme a dit Van, tu gagnes 3000, tu dépenses 2000, il te reste 1000. On met ça à côté. Ça, c'est la technique pour l'épargne. On se divise ça par rapport aux 12 mois. On dit, chaque mois, un tel va gagner l'ensemble des 1000 dirhams de tout un chacun. Donc, on est à 30, on aura 30 000 dirhams. Chaque mois, pendant 30 mois, il y aura une personne qui va avoir la capacité financière d'avoir 30 000 dirhams pour mettre en place même un mini-projet. Parce qu'il y a la possibilité que tu t'es engagé par rapport à ça. Ça, c'est une technique facile que souvent, voilà. Et il y a une deuxième technique que moi j'ai utilisée, c'est acheter de l'or. L'or, c'est une valeur de refuge, vous ne pouvez pas imaginer. Non. Il y avait des moments où l'or valait 20 000 francs CFA. Actuellement, je n'ai pas la précision, mais le dernier voyage effectué, on va dire, à un endroit pour acheter, l'or valait dans les 32 000. Donc de 20 000 à 32 000, vous avez au moins 12 000 sans travailler, juste en épargnant.
Et là, tu ne gagnes pas ce que tu as déposé, mais tu gagnes avec, puisqu'il y a un bénéfice. Ça, c'est des techniques, on peut multiplier ça comme ça, on a beaucoup d'exemples qui te permettent d'épargner. La deuxième question, tout à l'heure, c'est par exprès que j'ai lancé ce concept-là. Je n'ai même pas besoin de te dire qu'est-ce que c'est un business plan. Je t'informe que ça ne sert à rien. Je suis radical dans ça. Tu vas avoir des modèles sur le net, tout ça. Je t'assure, ça, je te parle de mon vécu. Tout à l'heure, j'ai parlé juste de l'équation entrepreneuriale que beaucoup d'influenceurs développent. C'est un concept très, très, très important. Variable, c'est le problème. Cerveau orienté vers problème. Enfin, c'est pour l'analyse. Mais ce que nous voulons, c'est d'avoir un cerveau orienté vers solution. Donc quand tu as les trois variables, tu as ton business model, puisque tu as demandé la différence. Tu sais déjà que ta solution à petite échelle, une cible qui est petite échelle parce que dans ta communauté, quand je parle dans ta communauté, c'est même ta famille. Déjà, il y a une personne qui était capable d'acheter. Tu vas multiplier ça 10 fois. Tu sais déjà que c'est un business model. Maintenant, le papier, là, tu vas venir voir Van, il va tout simplement retranscrire cela par des rubriques bien structurées parce qu'on a le modèle francophone. Le papier est toujours un peu important. Un banquier, il veut que tu viennes avec le papier. Non, je préfère venir. Mais si tu m'apportes, Van a parlé du gagnant-gagnant. Tu viens pas, c'est pas le monde du business. Tu viens pas pour qu'il te donne de l'argent comme ça. C'est rémunéré. Au Congo, c'est même jusqu'à 10-15%. Vous savez, le business qui rapporte 15%. L'argent coûte au moins 10 à 15%. Vous vous imaginez? Donc ton business doit être presque à 25-30% pour avoir du bénéfice si l'argent te coûte déjà ça. Donc, les banquiers ne sont pas des gens qui nous aident. Tu viens avec ton modèle, tu dis tout simplement, moi, je veux gagner, je n'ai pas la possibilité d'investir. Donne-moi de l'argent juste pour... C'est ça le business plan. Ce n'est pas ce qu'on voit à l'école bien sur papier. Non. Moi, c'est l'école de la vie qui m'a permis à avoir. Comme ça, tu auras beaucoup de banquiers qui ne sont pas des institutions financières. Beaucoup de sources de financement qu'on n'essaye même pas de valoriser parce que lui, il sait qu'il va mettre de l'argent, il aura du flou. Donc, toi, tu as une solution utopique comme ça sur business plan, sur un papier. Ben, les gens qui savent l'importance là, qui aiment là, j'espère. Merci beaucoup, Doucouré, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre? Amo Lacombe, étudiant à Kéléka, l'Université de Kéléka. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'est concernant le rêve passé que vous avez refusé de dire. C'est quoi en fait le rêve passé quand vous atteignez l'indépendance financière qu'il ne faut pas faire? Et deuxièmement, au deuxième diapo, vous avez parlé de l'objectif est de gagner, dépenser. Je n'avais pas vraiment compris ce que vous voulez dire par là. Ah là là. Vous savez, pour ceux qui aiment le foot, il y a un concept que je vais dire, c'est beaucoup plus Platini et l'UEFA qui ont essayé de mettre ça en place. C'est le fair play financier. Le fair play financier. C'est un esprit, c'est un état d'esprit qui te permet de ne pas dépenser ce que tu gagnes. Au niveau là, tu as Weston, mais tu ne travailles pas. Dis-moi, tu vas avoir ça. Dis la vérité. Tu comprends un peu les erreurs à éviter. Ça, c'est pour celui qui n'en a pas. Bon, imagine celui qui a déjà atteint cette indépendance financière. Mais, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas constitué le patrimoine. Il n'a pas diversifié ses activités. Mais il s'est acheté son Weston. Lui, il en a. Il s'est acheté son Weston. Ben, il fait comme il veut. Au niveau des mosquées et qui marchait très bien.
C'est un mindset qu'il faut qu'on... Et je vous rassure, il est indépendant financièrement actuellement. Je vous rassure. Les choses que vous pouvez commencer à faire, mais qui le serait bon. La notion de gagner pour épargner, très important. Ce que je peux compléter, c'est quand on a nos non western pour nos salaires, si on fait le calcul inverse, je m'inverse, j'ai telle dépense, ce qui va me rester, je ne vois pas épargner. Rassurez-vous que c'est très difficile d'épargner dans ce sens. Sauf si on a cette culture depuis la maison, depuis le bas âge. Si on a grandi avec lui, mais sinon, c'est difficile de le développer ainsi. D'autres auteurs conseillent d'épargner. Au fait, quand j'ai mes 3000, je commence, je dis bon, moi je vais commencer par 1000 dirhams. Bien si j'ai mes 10 000 dirhams, parce qu'il faut, pour épargner, il faut gagner de l'argent. J'ai mes 10 000 dirhams. Vous savez, il y a des gens qui travaillent 2 jours par semaine et qui payent 10 000 dirhams ici au Maroc. C'est les autres emplois qui sont là. Plein que vous pouvez également saisir. Donc 10 000, c'est pas beaucoup. Quand vous avez votre argent, vous commencez à enlever l'argent à épargner. Et alors, dans ce qui reste, on commence à voir les dépenses à faire avec l'argent qui reste. Parce que les dépenses, il y en aura toujours. Je suis Merveille Goma, étudiante à la faculté de médecine. Ma question, c'est à propos de l'épargne. Selon vous, quel est le modèle d'épargne qu'on peut utiliser? Parce que je vous ai entendu parler de l'épargne. Est-ce qu'on doit opter pour les tontines et quels sont les avantages ou bien épargner dans les banques? Personnel, comme on fait un peu partage d'expérience, bon, on a dit le Mobola Tétu avait ses valeurs, donc ça dépend aussi des valeurs. Moi je pense que Van a bien précisé ça tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est Van qui t'a répondu. L'épargne des tontines, ça ne rapporte rien, si ce n'est constituer un capital à un moment donné pour passer à un acte que tu ne pouvais pas seul financer. Mais ça ne rapporte pas. Il n'y a pas de pourcentage, à moins que vous mettez peut-être un truc, mais c'est comme on a expliqué généralement, voilà, c'est la mutualisation un peu des efforts, c'est la communauté qui essaie de s'entraider pour... Mais l'épargne de la banque, effectivement, ça rapporte. Dans les pays, ça rapporte à des taux faibles. Mais moi, l'épargne que j'ai préconisé, ce n'est pas cette épargne. Moi, l'épargne que j'ai préconisé, c'est ce que Van a dit tout à l'heure. Vous savez, même sur le marché financier, pour ceux, il y a un ingénieur au niveau de la bourse, il y a un concept du marché primaire et du marché secondaire. Le marché primaire, c'est là où il y a les introductions des entreprises dans la bourse, toujours dans le besoin du financement, voilà, pour essayer d'attirer les capitaux, c'est-à-dire les actions et les obligations. Mais il doit y avoir un marché secondaire, parce que la gestion de ce portefeuille, de cette épargne, de cette structure qui collecte l'épargne du public, il faut placer cette épargne. Dans le placement, généralement, c'est en même temps la gestion de risque, comme on a dit tout à l'heure, puisque l'environnement est vraiment interchangeant. Donc, à tout moment, tu auras besoin du cash. Donc, tu auras besoin de la liquidité. Donc, il faut épargner dans tout ce que tu peux transformer en liquide rapidement. Il y a aussi gagner avec de l'épargne, c'est-à-dire faire des placements pour essayer, tu viens, une personne a un business model, tu viens, tu viens. Table ronde autour d'une thématique aussi importante qui est donc les secteurs porteurs en Afrique. Donc nous aurons l'occasion d'écouter quelques panélistes et sans plus tarder, nous allons appeler tout de suite sur l'estrade. Si vous nous permettez, alors, on a, s'il vous plaît, nous appelons Dr Mila Oba, qui est expert en qualité de secrétaire général de l'OCOM.
Nous rappelons que M. Chamir Bayonne est chef de projet au sein de la Confédération des jeunes entrepreneurs et cadres d'Afrique subsaharienne au Maroc. Peut-être on va commencer, enfin, lequel d'entre vous veut bien commencer? Je m'entends, c'est bon? Oui. Alors, je vais déjà recommencer en fait par me présenter. S'il vous plaît, merci. Voilà, donc je suis Chamir Bayonne, je suis chef de projet au sein de la Confédération. Là, c'est bon? Oui, voilà. C'est mieux. Donc je disais que je suis Chamir Bayonne, je suis chef de projet au sein de la Confédération. Et actuellement, nous travaillons sur un projet qui a pour but d'insérer la diaspora dans les moyennes et grandes entreprises. Et je suis en face de mon boss, qui est juste à côté aussi, c'est Van. Voilà, donc je pense bien qu'on aura la possibilité de pouvoir répondre aux questions. Donc la première des choses que je voulais, c'est que je me présente et que l'on me connaisse. Tout à fait. D'accord. Et j'allais oublier la vraie réponse, en fait, c'est que... Merci beaucoup, Bayonne. Alors, moi, c'est Milan Obad, donc c'est vrai, je suis docteur en microbiologie et en qualité. Je suis actuellement dans un laboratoire où on travaille spécifiquement dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et agricole. Et également, je suis dans l'association des Congolais du Maroc. Donc, bien sûr, on est en train de faire un travail de fond pour remettre les choses dans cette association et chacun aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, donc, on va se présenter. Donc voilà, moi, je suis plutôt dans le secteur agroalimentaire et sans doute, je vais rebondir là-dessus. Oui. Et on aura l'occasion de développer là-dessus. Ça va, ouais, surtout sur le secteur d'activité. Bon, je tiens à vraiment féliciter cette initiative, donc l'organisation de ce forum par la communauté congolaise. C'est toujours un plaisir pour nous, l'école Superté, d'accueillir les étudiants, les cadres des différents pays subsahariens ici au Maroc, parce que je pense que vous connaissez tous Superté. Aujourd'hui, c'est le hub du panafricanisme, et je dirais même à l'échelle nationale. Au fait, Superté que je représente et où je suis chef du département management et responsable du développement, nous avons avec le temps une trentaine donc, de nationalités africaines. Et pourquoi nous avons toutes ces nationalités ici au niveau de l'école Superté? C'est parce que nous avons une vision qui est partagée par tous les cadres de l'école, par tous les professeurs, par tous les étudiants et surtout véhiculée par notre feu président, donc, qui nous a quittés récemment, qui disait toujours, et d'ailleurs on le voit sur les murs, il disait toujours qu'aujourd'hui il est temps de construire l'Afrique par les ressources humaines africaines. Et donc on s'est engagé dans cette lancée. Aujourd'hui, le président de l'école que je représente, qui m'a donné cette lourde mission de le représenter, il est au Togo. Il est au Togo pour inaugurer le premier bâtiment de Superté en Afrique subsaharienne. Et ce n'est qu'un début, parce que moi je reviens de Dakar, j'étais en équipe depuis une semaine au Sénégal, où nous avons assisté à un forum justement sur l'orientation, sur la formation professionnelle, et on a partagé avec tous les jeunes notre vision. Au fait, le constat, il est très simple. L'Afrique, c'est un continent qui est vierge. Donc, dire quels sont les secteurs prometteurs, en fait, c'est dire que tout est prometteur en Afrique. Il y a tellement d'opportunités. Et à chaque fois qu'on fait des voyages, je vous assure, on revient avec une énergie, avec tout simplement une envie d'y retourner le plus tôt possible et d'y investir. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qui va le faire? Est-ce que c'est attendre les autres qu'ils le fassent à notre place? Ou bien c'est à nous, dans un premier temps, déjà de promouvoir cette culture-là, cette culture entrepreneuriale, cette culture, comme l'a dit tout à l'heure Van et le président de l'ASLEM, donc M. Dokoré, de promouvoir cette culture auprès des jeunes, qu'ils croient en eux d'abord, qu'ils osent changer eux-mêmes leur continent, ou bien on va attendre à ce que ça vienne de l'extérieur, ça vienne de l'Occident. Donc nous, notre challenge, c'est quoi ici à Superté? C'est tout d'abord de montrer que tout est possible. C'est de montrer qu'avec le minimum, on peut faire des grandes choses. Nos lauréats, donc, ils ont vu certainement, au niveau de l'école, il y a un hub entrepreneurial. Et on pousse les étudiants depuis la première, deuxième année
à réfléchir sur des projets d'entreprise, à réfléchir sur comment mutualiser leurs compétences. Par exemple, un ingénieur avec un manager, avec quelqu'un qui fait donc, des énergies renouvelables, avec quelqu'un qui est dans un autre domaine. Comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent mettre donc, les mains ensemble, jumeler, combiner leurs efforts pour créer quelque chose de nouveau pour l'Afrique. Pareil, par rapport aux différents pays que nous avons. On a diverses ressources, diverses compétences dans différents pays. Mais si on réfléchit ensemble, comment voir les potentialités du Maroc avec celles du Congo, avec celles du Niger, avec celles peut-être du Burkina, et réfléchir ensemble sur le projet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je prends le soin quand même de creuser. Donc quand on me dit les secteurs prometteurs, je prends quand même le soin de faire la sémantique. C'est quoi déjà secteur prometteur? Donc j'ai pris le soin de faire une analyse. Je vais quand même lire la définition en fait sur Google. Voilà, donc on dit secteur prometteur, c'est... voilà. Voilà, en fait c'est un secteur dans lequel en fait on peut investir avec confiance. D'accord? Donc déjà en fait quand on dit un secteur on peut investir avec confiance, ça voudrait juste dire que moi personnellement je ne peux pas aller directement me jeter sur un secteur si jamais il n'y a pas un besoin. L'agriculture et l'élevage à l'intérieur. Donc déjà dans un premier temps on peut dire voilà s'il y a des secteurs sur lesquels on peut investir avec confiance, on a l'agriculture et l'élevage. On aura le temps de pouvoir en fait creuser dessus pour savoir en fait dans l'agriculture quelles sont en fait les activités à faire pour facilement avoir un rendement fiable. Donc je pourrais passer la parole aux autres. Le temps, voilà. Ce que vient de dire Bayonne tout à l'heure, alors moi je veux revenir un peu dans le cadre du forum, parce que le forum, on va dire un peu, c'est une suite logique de tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc on a parlé d'investissement, on a parlé d'entrepreneuriat, et on arrive au secteur prometteur. Pourquoi? Parce que si on veut investir, si on veut entreprendre, il faut savoir ces secteurs-là. Parce que c'est ces secteurs-là qui vont peut-être permettre de booster les choses pour que ça puisse marcher. Alors, quand on parle généralement de prometteur, on voit l'innovation. Pas forcément l'innovation dans le sens d'innover, mais plutôt dans les secteurs qui vont plutôt concerner, on va dire, le public cible. Dans notre cas, on parle de l'Afrique. Et évidemment, avec les changements qu'on a eu actuellement, que tout le monde connaît, notamment avec la Covid-19, la guerre en Ukraine, c'est des signes qui permettent de voir un peu ce que c'est la réalité mondiale aujourd'hui. Donc on se rend compte, par exemple, qu'il faut, il a bien cité l'agriculture, mais je peux aussi ajouter tout comme les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, on doit travailler chez soi. Alors si on ne maîtrise pas ce secteur-là, il y a un problème pour nous demain. On peut parler également, je voulais ajouter par rapport aux cultures céréalières qui causent problème aujourd'hui, parce que voilà, l'Ukraine n'arrive pas à livrer et la Russie non plus. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Et aujourd'hui, on a vu également l'indépendance vis-à-vis du gaz, qui cause problème en Europe, mais surtout en Afrique, on a déjà ce problème-là, à savoir les énergies renouvelables ou les énergies tout court, parce que pas mal de pays qui ne sont pas encore, qui n'ont pas atteint encore ce niveau-là en ce qui concerne l'électricité. Donc c'est des secteurs clés aujourd'hui que l'on doit innover pour l'Afrique, pour que l'Afrique demain puisse éventuellement se retrouver ou, comme on l'a dit, investir et trouver un retour très rapidement. Surtout autour de l'éducation, je dirais. Parce qu'on sait très bien, l'Afrique, c'est un continent très jeune. Et si on veut que les autres secteurs se développent, il nous faut des compétences sur place. Et il faut investir dans l'éducation. Aujourd'hui, on prend une famille africaine, donc classique, on a au moins 4-5 enfants par famille. Alors, est-ce que ces enfants, sans une bonne éducation, est-ce qu'ils pourront réellement changer le pays? C'est vrai que peut-être une personne, 2 personnes peuvent faire l'affaire, mais lorsqu'on a une masse qui est bien éduquée, bien formée, ça va faciliter ce développement de l'Afrique. Donc pour moi, je pense que l'éducation est un secteur très prometteur en Afrique et on peut parler depuis donc, le bas âge, depuis les jardins d'enfants, jusqu'aux universités et mieux même. Aujourd'hui, il y a des centres qui font des formations comme ce que fait Van, je pense, des formations très pratiques qui sortent de ce cadre académique
Parce que c'est vrai qu'à l'université, à l'école, on va apprendre des théories, mais parfois, il y a un déphasage entre le terrain et ce qu'on voit en salle de cours. Et donc, peut-être que rénover, innover dans le domaine de l'enseignement. Je vais continuer dans cet élan, mais je reviens un peu sur ce que Ben vient de dire. Moi, j'ajouterais qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique produit. Mais le problème de l'Afrique, particulièrement du Congo, notamment, c'est la transformation. On a un vrai problème de transformation de ce que l'on produit. On a aujourd'hui le climat qui est un peu capricieux par rapport à certains pays, mais l'Afrique produit. Mais par contre, l'Afrique n'arrive pas à transformer ce produit pour atteindre ce qu'on va appeler notamment, comment on l'appelle encore, par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Donc on produit, mais on n'arrive pas à gérer cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions, il a maîtrisé la guerre. Pour ne pas dire qu'il a un pas de plus. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique ne se fait pas entendre, je dirais plus ou moins parce qu'il ne maîtrise pas sa communication. Et je vois aujourd'hui, il y a des jeunes qui se forment en termes de communication et d'information. Ben c'est bien, mais pensez-y, parce que c'est un domaine où on a besoin de se faire entendre. Alors que l'Afrique n'a pas ce problème-là. Primo, pourquoi? Parce que l'Afrique est bien arrosée. C'est vrai qu'au nord, on a cette zone de Sahara qui pose problème en termes de désert, mais en Afrique subsaharienne, on a assez de fleuves et de lacs pour créer assez de barrages qui sont purement, on va dire, qui ne sont pas polluantes et qui peuvent permettre à l'Afrique d'être éclairée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de pays africains ont encore des problèmes d'électricité. Et pourtant, il y a assez d'eau pour créer assez de barrages pour pouvoir électrifier l'Afrique. Et il y a un projet, notamment actuellement, je crois que c'est les Nations Unies avec la RDC, pour créer ce qu'on appelle le barrage Inga 3, qui sera plus ou moins sous-régional. C'est pour montrer à quel point que nous, de ce côté-là, on a de quoi vendre. Il suffit de trouver le bon filon, savoir comment le présenter, savoir comment le vendre. Et là, on peut effectivement trouver comment mettre un terme à des problèmes qui sont mondiaux, mais à l'échelle de l'Afrique, résoudre pas mal de problèmes. Donc l'énergie aujourd'hui, ça fait partie de la guerre d'aujourd'hui. Parce qu'on a vu l'Italie chercher l'Algérie, le Congo, il a fait l'Algérie, le Congo, le Nigeria pour trouver le gaz pour demain, avec la guerre en Russie. Mais il n'y a pas que le gaz, donc il y a cette possibilité avec l'Afrique qui est bien arrosée pour trouver les solutions en ce qui concerne l'énergie. Merci. Très technique. Il faut des ingénieurs pour qu'on puisse mettre en place des usines qui vont faire de la transformation. Il faut des compétences, des connaissances pour bien communiquer sur son territoire. Donc c'est du marketing territorial. Et il faut donc beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise pour réussir cela. Et donc pour moi, je pense que la base, c'est vraiment cette éducation. Cette éducation qui n'est pas seulement cette éducation conventionnelle, voilà, accréditée par le ministère ou autre, mais toute éducation qui va permettre de développer des compétences. Et quand on parle des compétences, Van l'a dit au début, c'est bien sûr le savoir qu'on peut aujourd'hui, avec notre modeste expérience, partager avec nos plus jeunes frères. Et justement, ils vont calquer, ils vont nous prendre comme des exemples. Et bien sûr, ne pas vivre les mêmes erreurs que nous avons eu à commettre pour se développer. Il faut aussi ce savoir-faire, donc la pratique. Il faut pratiquer. Par exemple, je veux faire de la communication. Il faut qu'on me mette dans les conditions pour pratiquer cette communication. Il faut également le savoir-être, le savoir innover, savoir aller chercher. Donc tout cela, moi je pense qu'en passant par une bonne éducation, par une bonne orientation, par une bonne sensibilisation, ça peut quand même donner un push pour les autres domaines. Distance, est-ce que c'est une bonne idée? Faut-il rentrer sur place? Faut-il investir à distance? Quand on investit à distance, est-ce que ça marche? Dites-nous un petit mot dessus, s'il vous plaît. Je pense, je veux dire, il y a des gens qui ont investi à distance, qui ont pleuré. Certains sont morts, parce que moi je ne peux pas conseiller ça. Le mieux serait quand même, parce que c'est comme un bébé. Quand tu investis quelque chose, sinon tu investis sur quelque chose, le mieux serait de voir en fait grandir ta chose et par la suite revenir. Donc investir, à moins que tu aies quand même des bonnes personnes au pays, ça manque pas, c'est possible. Mais à 70%,
je préférerais que la personne parte au pays, le fasse et revienne. Quitte à prendre un congé, partir, voir déjà en fait qu'il y a un soubassement et puis par la suite revenir. Le faire à distance, il y a des gens à qui on envoyait des photos et une fois qu'ils sont partis au pays, voilà, la chose n'existait pas. Voilà, donc on connaît la réalité, mais mettre les bases et par la suite revenir. Parce que déjà, il y a ton esprit que tu dois communiquer. Quand tu entreprends quelque chose, il y a ton esprit que tu dois véhiculer. Donc si tu n'es pas sur place, le faire par quelqu'un d'autre, je ne pense pas que si la personne en fait aura la même possibilité de véhiculer ce que tu comptais faire. D'accord? Donc s'il y a un conseil à donner, le mieux serait d'aller sur place, de voir la chose et puis par la suite revenir. Million, qu'est-ce que vous... Vision. Une vision, ça dépend toujours de la personne qui porte cette vision. Donc tout est déterminé par cette personne. Donc d'autant plus que ça nous concerne personnellement, donc on doit rester maître à bord pour savoir où est-ce qu'on veut emmener cette vision-là, où est-ce qu'on veut en venir dans cet investissement. Par contre, ce que je voudrais ajouter avec cette jeunesse, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir que dans nos pays. C'est-à-dire que nous, quand on parle d'investissement, on l'a vu tout à l'heure, ben c'est le gain. On est là pour gagner l'argent quand on parle d'investissement. Alors pour gagner l'argent, on peut aussi bien le gagner au Maroc, en Côte d'Ivoire ou au Congo. Donc l'idée, c'est que quand on a une vision, le plus important, c'est de trouver sa cible. Si ma cible est au Maroc, ben je le fais au Maroc. Si ma cible est au Congo, je le fais au Congo. Si ma cible est en Côte d'Ivoire, j'y vais. Ne soyons pas réducteurs en se disant que je dois choisir entre mon pays où je suis. Non, non, ne soyons pas réducteurs. L'objectif reste de gagner de l'argent, d'investir. Donc si on peut investir à partir du Maroc, allez-y, lancez-vous. À la limite, si vous ne réussissez pas, ça vous fait une expérience. Dites pas que comme je suis encore au Maroc, je vais attendre quand je serai au pays, je vais commencer à lancer mon idée. Non, vous allez peut-être, voilà, mettre en frein à quelque chose qui aurait bien pu marcher ici, aussi bien ici qu'au Maroc. Ayant de l'audace de ce côté-là, pour faire les choses comme on l'a plutôt imaginé. Oui, c'est possible, mais encore une fois, il faut les bonnes personnes à la bonne place. C'est possible parce qu'il y a beaucoup d'outils digitaux aujourd'hui qui nous permettent de travailler à distance. Aujourd'hui, par exemple, en fait, moi aussi je suis entrepreneur, j'ai une entreprise et on intervient dans le domaine de la communication. On conçoit des applications, des sites web pour des clients qui sont au pays. On n'a pas besoin de forcément se rendre sur place. On est à distance, on fait des visioconférences, on définit le cahier de charge, on livre à un moment donné notre produit. S'il faut éventuellement qu'on teste cela, on peut mobiliser une personne qui va venir sur place et voilà, former les équipes. Mais, donc c'est possible. Maintenant, il faut juste voir dans quel secteur, dans quel domaine. Quelqu'un qui, par exemple, veut investir dans l'immobilier. Alors moi, je dirais, il faut qu'il y ait quand même une présence physique pour suivre le chantier. Parce que avec la petite expérience que j'ai, je sais très bien quand on vient de l'étranger, on voit quelqu'un qui vient avec des millions. L'entourage veut en profiter d'une manière ou d'une autre. Dans une économie de la connaissance. Et alors, il y a des entreprises qui font des milliards, les GAFA. En fait, ils n'ont pas des choses tangibles qui sont là. Mais c'est de la connaissance, c'est de l'information, c'est de la data, des données qu'ils sont en train de vendre. Et ils s'enrichissent. Donc, dans certains secteurs, c'est possible. Dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. Okay. Merci beaucoup à tous les trois. On va prendre rapidement. Déjà, on va les appeler. En fait, dans ma tête, ça a donné C'est vrai que c'était très riche. Très structuré. Merci. On aurait cru que vous êtes entendu que chacun aborde un secteur précis, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, félicitations, chapeau. Moi, ce que je voulais également compléter de manière concrète, la famille, on parle d'investissement. Vous savez, quand on parle d'investissement dans la communauté, on pense à beaucoup d'argent. On pense que pour investir, il faut beaucoup d'argent. Et comme je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant, donc soit ça ne me concerne pas, soit je prends l'information pour plus tard. Alors que dans la réalité, également, il y a ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, ça veut dire que je vais avec ce que j'ai maintenant. Et c'est dans ça que je vais investir. Alhamdoulilah, on est au Maroc et que Sa Majesté a parlé de la coopération sud-sud.
Ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs marocains qui sont très intéressés à venir dans le continent à travers les secteurs d'activité qui ont été cités. C'est quoi votre force? Votre force, c'est que vous pouvez connaître la cible de nos pays. Vous pouvez connaître la vraie réalité et le vrai besoin selon ces secteurs d'activité, voir comment intéresser une société marocaine qui est ici, qui a déjà de l'expérience dans ça, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans tout ce qui est éducation. Donc, quand je parle de l'éducation, ça me rappelle un jeune homme que j'ai croisé une fois, Insgan, qui me parlait de Mahaba Concept. Aujourd'hui, c'est un grand patron. Quand vous parlez des choses qui ont été dites, touristes et autres, il y a des sociétés marocaines qui sont bien positionnées dessus, qui ne veulent que accéder au marché subsaharien. Le marché subsaharien, ça veut dire nos pays. Et vous, en connaissance de cause, vous pouvez vous pousser dessus pour savoir comment ils pourront gagner. Et là, vous venez les intéresser à cela pour partir avec vous au niveau du pays, développer cela. Vous devenez un porteur d'affaires. Et là, eux, ils vont, même s'il y aura des erreurs dans votre manière de voir, mais ils ont le flair du business. Ils sauront qu'avec ce jeune ou bien cette jeune dame, voilà là où on veut partir. On commence à la préparer ici et puis on va ensemble. Vous voyez, l'argent que vous allez attendre beaucoup d'années pour investir, il y a quelqu'un qui a cet argent, qui a cette expérience, qui ne cherche qu'avec qui partir. Et vous pouvez être la bonne personne. Donc, attendez plus longtemps. Vous voyez, donc, en ensemble. Merci beaucoup. Produit, mais il ne transforme pas. Tout à l'heure, il a parlé du Maroc. Il a dit que l'essentiel d'avoir une idée et des structures au Maroc qui accompagnent. Est-ce qu'au Congo, y a-t-il des structures pour accompagner ceux qui ont des idées pour la transformation, bien sûr? Est-ce qu'au Congo, y a-t-il des structures pour accompagner des gens qui veulent bien transformer des matières ou bien... On ne va pas attendre que le Congo le fasse, parce que si vous êtes déjà ici, certainement, en fait, il y a des entreprises qui le font. Donc, on peut, en fait, profiter de cette occasion, le fait que tu sois ici, que tu sois formé, et par la suite, aller déployer cela au Congo. Pourquoi je vais attendre, en fait, d'aller au Congo, puis par la suite, en fait, essayer de voir la chaîne de transformation? Je le fais ici, j'apprends ici, et puis par la suite, je vais au pays pour le faire. Ça serait plus simple. Il y en a des structures, il y a la FONEA, je crois, qui est dessus, concernant l'accompagnement. Mais comme il a dit, le plus important, c'est soi-même, en fait. C'est notre propre force. Parce que tu sais, c'est plus facile d'accompagner quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose que de se contenter de son idée. Comme l'avait dit tout à l'heure de Corée, quand tu ramènes ton produit, tu dis voilà ce que j'ai, c'est ce que je veux vendre. On t'écoute plus que si tu disais voilà, j'imagine ça comme ça va se passer comme ça. C'est pas efficace. Donc, si tu arrives à transformer quelque chose du concret, dire voilà, ça j'ai fait à partir de ma maison, mais je le veux en chaîne industrielle et je suis capable de le produire, non, on va t'écouter, que ce soit la banque ou le ministère. Juste pour compléter, il y a au Congo une structure qui s'appelle Kosala. Je pense que vous pouvez voir de ce côté-là. Vous tapez sur LinkedIn ou sur Facebook, Kosala. Ils travaillent en collaboration avec le FIGAS, je pense que c'est le Fonds d'investissement garanti, quelque chose de ce genre, et qui accompagne les entrepreneurs, les porteurs d'idées. Je connais personnellement une amie qui a un projet de transformation de fruits en jus, donc le jus de fruits, et qui s'est rapproché de Kosala. Ils ont fait un contrat avec Kosala. Il y a eu tout un programme d'accompagnement avec les experts qui ont encadré les porteurs d'idées en leur montrant comment faire un business plan, un business model. Et aujourd'hui, je pense que le projet avance bien et ils sont sur le point de signer des contrats pour obtenir des prêts des différents partenaires. Ok, parfait. Donc, on va une fois de plus applaudir et remercier nos différents intervenants. C'était très riche. Merci beaucoup. Je vais tout de suite lancer un peu de votre temps, puisque tout à l'heure, à la fin, nous aurons une collation et un réseautage. Vous aurez l'occasion de revenir discuter avec Doucouré, Van. Et donc, comme vous savez, les intervenants qui se sont déplacés, et donc on a prévu les attestations de reconnaissance pour eux, question de leur dire merci. Et notre reconnaissance, combien de fois ils ont disposé du temps pour être parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va appeler le chargé aux finances de l'association de Congolais du Maroc
pour remettre la toute première attestation à M. Van Lifkoy qui... Ça c'est fort. Merci à vous, chers confrères. J'espère qu'on aura encore d'autres opportunités pour se revoir avec vous. Nous avons la Confédération des étudiants et l'association des lauréats. Donc, une fois qu'on finit étudiant, on passe directement aux lauréats. Merci par Lingala, peut-être. Ça, c'est notre... Qui, si c'était pas... Si vous le permettez, juste, je vais dire une chose, c'est un message de la part du président de l'école. En fait, ici, c'est votre maison. C'est votre maison au Maroc. Donc, pour n'importe quelle activité, ce pays vous ouvre ses portes. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, j'espère que c'est, bien sûr, un forum que vous avez organisé pour la première fois, la première édition. On espère voir la 100e édition, Inch'Allah. Et bien entendu, peut-être dans quelques années, nous allons publier le produit pour d'autres familles, en fait, pour voilà, boucler l'événement en beauté. Et je remercie tout le monde pour la participation, la présence et la patience surtout. Donc merci à tous. Merci. Ah oui,